Bienvenue à tous dans cette nouvelle page de culture. Je vais vous parler aujourd'hui de Glyndwr Michael. Oh oui, je sais, vous n'avez jamais entendu parler de lui, et pour cause. Glyndwr Michael était un simple d'esprit, fils illégitime de parents illettrés. Devenu un temps ouvrier agricole, il avait fini sa vie clochard à Londres, avait sombré dans l'alcoolisme et mourut à 34 ans en avalant de la mort au rat. Oui, oui, Glyndwr avait tout pour n'être rien. Il avait tout pour rester un anonyme. Et pourtant, cet homme a sa place aujourd'hui dans les livres d'histoire. Lui, qui avait été déclaré inapte au service militaire pour folie, est devenu un héros de la Seconde Guerre mondiale, sauvant la vie de milliers de soldats. Vous pensez cela impossible? Eh bien, voici l'histoire extraordinaire d'un homme plus qu'ordinaire. Nous sommes en 1943. Les Alliés viennent de sortir victorieux de la reconquête de l'Afrique du Nord contre les troupes nazies. Ils doivent maintenant préparer un débarquement en Europe, en passant par la Méditerranée. La Sicile semble être le meilleur point d'ancrage pour ce débarquement. C'est aussi ce que pense Hitler, qui a amassé des forces considérables sur cette île pour empêcher un éventuel débarquement. C'est alors que les services secrets britanniques ont une idée. Faire accroire à Hitler que le débarquement aura lieu en Sardaigne pour l'inciter à dégarnir ses positions siciliennes et que les Alliés débarquent en perdant un nombre d'hommes limité. Sur le papier, l'idée est excellente. Le problème est de trouver le moyen de la réaliser. C'est entre autres le lieutenant de corvette Montaigu qui trouvera la solution. Placer des documents secrets, factices, évoquant un débarquement en Sardaigne sur le cadavre d'un noyé qui tomberait fortuitement entre les mains des Allemands. Cette mission de désinformation est baptisée Opération Mincemeat, ce qui pourrait être traduit par chair à pâté. En fait, le mincemeat est un hachis fait de fruits secs, de pommes et de graisse imbibée de cognac, un plat typiquement british. Mais revenons à l'opération. Il fallait trouver le cadavre d'un homme qui aurait de l'eau dans les poumons pour que les Allemands croient à la noyade, qui est entre 30 et 40 ans, c'est-à-dire pas trop jeune pour justifier qu'il transporte des documents aussi importants, mais pas trop vieux pour expliquer qu'il soit envoyé en mission. La mort de Glyndwr Michael tombe à pic. En effet, l'ingestion de mort au rat avait déclenché chez lui une pneumonie dont il mourut. De fait, il avait de l'eau dans les poumons, ce qui pouvait faire penser à une mort par noyade. Il fallait créer de toutes pièces un personnage crédible pour ne pas éveiller les soupçons, bricoler une nouvelle identité à Glyndwr. Il s'appellerait désormais William Martin, mais avec le grade de Major des Royal Marines. Cette position de Major correspondait à son âge. Il était né à Cardiff, au Pays de Galles, en 1907. Toujours dans ce souci de rendre le cadavre crédible, on place sur lui des effets personnels, comme en ont tous les soldats en temps de guerre. 2 lettres de Pam, sa fiancée, écrites en fait par une secrétaire du MI5, les services secrets britanniques. La photo d'une jeune femme, une lettre de son père, une lettre de sa banque qui le sermonne à propos de son découvert, un bon de commande pour une alliance, une facture de blanchisserie, les talons de billets de théâtre, une lettre de son notaire lui enjoignant de laisser ses dernières volontés, etc. Le cadavre de William Martin était ainsi en train de prendre vie, si vous me permettez l'expression. Restait le plus difficile, les documents de désinformation. Ils ne devaient pas paraître trop beaux pour être vrais. Il s'agissait donc de lettres du général Archibald Nye, vice-chef d'état-major de l'Empire britannique, adressées au général Harold Alexander en poste en Tunisie. Ces lettres ne dévoilent pas explicitement les plans d'attaque, mais les évoquent suffisamment pour que les Allemands comprennent de quoi il est question. Il s'agirait donc d'un débarquement en Sardaigne pour préparer dans un second temps un débarquement en Provence qui serait suivi d'un débarquement en Grèce. Et pour que les Allemands pédalent encore plus dans la choucroute, la lettre stipule que les Alliés allaient simuler un débarquement en Sicile.
La Sicile, qui était, comme nous l'avons déjà dit, le véritable objectif du débarquement. Le responsable du renseignement britannique était des êtres à l'esprit assez torturé. Enfin, il fallait prendre garde à ce que les documents soient bien trouvés sur le cadavre et ne se perdent pas dans l'immensité de l'océan. On attacha donc le porte-document au poignet de Glyndwr Michael, alias William Martin, comme cela est d'usage pour le transport de documents sensibles. Il restait à choisir le lieu où l'on voulait que le cadavre soit découvert. On décida que ce serait l'Espagne, en effet, bien qu'officiellement neutre. Les Britanniques savaient que Franco aviserait Hitler de sa trouvaille. Des experts en courant marin étudièrent le meilleur endroit pour être sûr que le corps ne voguerait pas au large, mais irait bien s'échouer sur les côtes. Pendant tous ces préparatifs, le corps de Martin est conservé dans de la neige carbonique pour que les Allemands ne s'aperçoivent pas qu'il est mort en fait depuis 2 mois. Le 30 avril, le corps équipé d'un gilet de sauvetage est lancé du pont du sous-marin le Séraph à 4h30 du matin. Le major Martin est découvert par des pêcheurs dans l'après-midi, non loin de la ville de Huelva. Ils préviennent les autorités qui ne manquent pas d'en informer les nazis. Ces derniers mettent alors leurs meilleurs spécialistes sur le coup. Ils vérifient tout dans les moindres détails. Ils s'assurent même que les talons de billets de théâtre correspondent bien à une pièce jouée à la bonne date et dans le bon théâtre. On confirme l'authenticité de documents. Hitler croit de ce fait qu'un débarquement aura lieu en Sardaigne. Les falsificateurs des services secrets britanniques ont bien travaillé. Finalement, le corps de Martin et le porte-documents sont rendus au consulat britannique par les autorités espagnoles. On peut se demander comment le médecin légiste espagnol ne se soit pas rendu compte que Martin, plutôt Glyndwr, avait de la mort au rat dans l'organisme. Il y a 2 réponses à cela. Premièrement, c'est un coup de génie de Montaigu qui a pensé à mettre un crucifix autour du cou de Martin. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, pour qu'on en déduise qu'il était catholique. Or, les Espagnols sont très croyants, et le médecin légiste s'est contenté d'un examen sommaire pour ne pas trop profaner le corps. Les Anglais pensèrent aussi à faire figurer le nom de William Martin dans le Times, où était tenu le bilan des pertes de l'armée britannique, sachant que les Allemands seraient à l'affût de ce détail. La magnifique opération Mincemeat a donc fonctionné à merveille, et le MI5 put envoyer à Churchill cette petite phrase: Mincemeat swallowed whole, hachis entièrement avalé. Mais ce mincemeat sera très indigeste pour Hitler, car ce dernier va ordonner à ses forces basées en Sicile de se déplacer en Sardaigne, insistant bien sur le fait que toute attaque de la Sicile ne serait qu'une diversion. Les Alliés pourront ainsi débarquer en Sicile avec des pertes en hommes négligeables. Et le 9 août, la Sicile était entièrement entre les mains des Alliés, leur donnant ainsi une première tête de pont sur le continent européen avant le grand débarquement de Normandie 1 an plus tard. Glyndwr Michael avait accompli sa mission avec brio. Il avait sauvé les Alliés d'un véritable massacre. Lui qui avait passé sa vie comme un raté, fut un mort héroïque. Il sera enterré à Huelva avec les honneurs militaires. Les honneurs militaires pour un homme réformé à cause de sa folie. L'histoire réserve parfois des destins étonnants à des gens qui n'y avaient pas forcément leur place. Mais rassurez-vous, il y a encore de la place pour tous dans l'abîme de l'histoire, comme disait l'autre. Des gens qui aujourd'hui pensent faire partie de l'histoire ne savent pas à quel point ils sont en réalité insignifiants. Inversement, des gens apparemment insignifiants peuvent avoir leur nom gravé dans les mémoires. On pense alors à une simple femme de chambre dans un hôtel de New York qui, un jour, a certainement changé beaucoup de choses dans le déroulement de l'histoire de la Ve République. Mais ceci est une autre histoire. Merci et à bientôt.